Et nous voici pour le deuxième volet sur la gloire du roi Soleil, Louis XIV. Nous avons vu ce matin quelques éléments de ces médias utilisés par le roi Louis XIV pour célébrer sa personne, en même temps que sa fonction d'ailleurs. La poésie. La poésie reçoit son genre, on pourrait dire, ses règles de Boileau. L'art poétique, 1674. Je vous indique que Boileau, c'est Nicolas Despréaux. Le conseiller de Colbert, de Louis XIV, pardon, le conseiller de Louis XIV en matière de poésie, c'est Jean Chapelain. On va utiliser des sonnets, des madrigaux, des odes. L'ode est un poème lyrique en strophes courtes, longues, alternées. La poésie. La prose. La prose, on peut signaler 4 On peut signaler 4 genres, n'est-ce pas, de prose qui sont utilisés par Louis XIV pour célébrer. Célébrer son image. Le panégyrique. Les sermons, l'histoire et la gazette, journal. Panégyrique, discours de louange d'un individu en diverses occasions. C'est un genre très prisé à l'époque. Les spécialistes sont les jésuites. Ils font d'ailleurs en latin ces œuvres de prose panégyrique. Donc c'est le grand moyen littéraire du XVIIe siècle. Les sermons, alors c'est sous Louis XIV que la prédication atteint un sommet. Bossuet, Fléchier, Bourdaloue, Massillon, Bourdaloue qui prêche 10 carêmes et avant, entre 1672 et 1693, jésuite. Massillon, un peu après, oratorien, c'est déjà une éloquence un petit peu plus sensible. Fléchier, c'est du grand style. Bon, Massillon un peu moins. L'histoire, exploit héroïque avec dignité. Racine explique qu'il faut mettre en évidence cet enchaînement continuel de faits merveilleux, où le miracle suit de près un autre miracle. Et enfin, vous avez la Gazette dans un style plus technique, plus informatique, l'impartialité, la fiabilité sont ainsi suggérées par ces moyens du journal, n'est-ce pas? Nous étions dans la deuxième partie de cet exposé sur les thèmes, l'allégorie, les personnages de l'Antiquité qui sont utilisés, réutilisés, mais sous une forme allégorique, c'est-à-dire pour représenter Louis XIV et donc jusqu'à Jésus-Christ lui-même, image du roi Soleil, ce qui est très excessif et peut-être pas de bonne aloi, il faut quand même le reconnaître.
parmi ces images, il y a donc le soleil. Alors, reconnaissons-y l'usage du symbole du soleil pour le roi Louis XIV n'est pas inédit. Louis XIII, déjà, a été comparé au soleil. Bouhours, un jésuite, Daniel Bouhours, en 1628, Daniel Bouhours, ce sont ses dates, 1628, 1702. Quoi donc, grand soleil de nos rois? Hélas, au milieu de votre course, êtes-vous déjà au couchant, et d'un si haut point de gloire, êtes-vous précipité dans une éternelle défaillance? Non, non, bel astre. Vous montez en vous abaissant, et vous mesurez même vos élévations par vos chutes. Voilà, petit compliment fait à Louis XIII. Charles V, lui-même, avait utilisé le symbole du soleil pour le représenter. Louis XIV n'en trouvera pas de meilleur. Et l'image du soleil s'accompagne d'une devise, une devise originale, inédite. 400 devises ont été proposées à Louis XIV pour accompagner l'image du soleil. Nec plurimbus impar. C'est d'Ouvrier qui est l'auteur de Nec pluribus impar. Non égal à plusieurs. C'est ça le sens, n'est-ce pas, de cette devise. Le sens vraiment littéralement littéral. Hein. Il n'est pas inégal à des tâches plus nombreuses, si on veut développer un petit peu le sens de nec pluribus impar. On notera le balancement de cette phrase entre deux négatifs. Im, c'est-à-dire non, hein, non pareil, hein, non égal plutôt, ce serait plus juste. Donc, nec pluribus impar. Ces deux négatifs font un positif. Et évidemment, cela souligne le côté positif. C'est quelque chose qui n'est pas habituellement dit. Et donc, si ce n'est pas habituellement dit, ça n'est pas habituellement pensé. C'est quelque chose vraiment d'original. Nec pluribus impar, et il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire que nous sommes dans une action éternelle. Les verbes indiquent le passé, le présent, l'avenir. Ce sont les temps, n'est-ce pas? Et donc, ils sont dans une dimension temporelle. Là, pas de verbe, pas de temps. Pas de temps, c'est l'infini, c'est l'éternel, c'est l'éternité. Intéressant comme phrase, comme construction de phrase. C'est une devise qui est ouverte sur l'avenir. Donc, s'il n'y a pas de temps, eh bien, c'est que nous sommes dans tous les temps, n'est-ce pas? C'est l'éternité. Alors d'autres petites devises avaient été présentées. Ut vidi vici, par exemple. Ce que j'ai vu, je
je l'ai accompli, je l'ai réalisé, je l'ai vaincu, n'est-ce pas? C'était un peu trop proche de César. Nec cesso, nec ero. Et ça semblait trop statique. Ce sont des devises qu'on a en partie retenues un certain temps, tout au début du règne personnel. Finalement, donc, c'est nec pluribus impar, toujours prêt à faire mieux, faisant toujours mieux et faisant de façon multiplement mieux. C'est une devise qui rend le roi une sorte de providence. Il peut tout faire. Cela s'accorde à cette comparaison du roi avec le grand héros antique, Hercule. Hercule qui répand ses bienfaits sur le monde. L'apothéose d'un nouvel Hercule, est-il dit pour Louis XIV en 1699. Voilà donc pour cette devise alliée à ce symbole du soleil. Donc le soleil qui est la cause de toute chose ici-bas, la devise qui fait toujours plus de choses, toujours prêt, toujours capable de faire plus. Donc nous sommes là dans une perspective grandiose. Les titres maintenant que le roi va porter pour souligner sa grandeur. Second fondateur de l'État, des grands rois le plus parfait modèle. Notre visible Dieu, Père du peuple. On reprend là le fameux titre de Louis XII. Accessible au sujet, protecteur des arts et des lettres. Roi très catholique. Et là, on copie chez les Espagnols. Fils aîné de l'Église, Louis XIV, souvent s'adressera au pape en rappelant ce titre. Dompteur de l'hérésie, restaurateur des lois. À chaque fois, ces titres sont en rapport avec des actions du règne, révocation de l'édit de Nantes contre l'hérésie protestante, les grandes ordonnances qui mettent de l'ordre dans les lois, plus craint que le tonnerre, arbitre de la paix et de la gloire, donc c'est au sommet, n'est-ce pas, de sa puissance, après la guerre de Hollande et la politique des réunions. Roi qui recule les frontières, on voit l'œuvre du précaré, le plus puissant monarque de l'univers. Voilà pour les titres qui mettent Louis XIV à part, au-dessus des autres rois. Il est d'ailleurs dit qu'il est des grands rois, le plus parfait modèle. Les adjectifs maintenant, grand, le titre et l'adjectif, la qualité de grand est officiellement accepté en 1671 et bien sûr c'est en majuscule que la titulature est exprimée. Ce n'est pas le seul, bien sûr. Vous aurez une multitude de titres, d'adjectifs. Dans un sonnet, on a par exemple l'Espitalier. En 1697, qui a réussi à mettre un sonnet, c'est pas très long, hein, 58 qualités l'une à côté de l'autre. Auguste, bon, brillant, constant, éclairé, généreux, glorieux, héroïque, illustre, immortel, invincible, juste, laborieux, magnanime, munificent, pieux, triomphant, vigilant, sage. On a vraiment
tout ce qu'il faut pour s'adresser au roi si un jour on est en panne de compliments. Et enfin, donc, on a ces comparaisons qui sont utilisées dans la littérature. Charles-Claude Vertron se fait une spécialité de trouver des monarques, images de Louis XIV, de Cyrus, le grand empereur qui libère les Juifs de la captivité de Babylone, jusqu'à Henri IV, qui restaure la puissance royale en France. Nouveau Clovis, Charlemagne, j'en ai parlé, Alexandre, donc Alexandre c'est dès 1660. Alexandre le Grand est utilisé pour magnifier le roi Louis XIV. Auguste, l'empereur Auguste, le premier empereur romain, qui va être représenté comme tel sous les traits de Louis XIV à Paris. Constantin, l'empereur premier empereur chrétien, Justinien à cause des lois, Théodose qui met fin à l'hérésie, en particulier arienne, Salomon, l'homme de la paix. Alors, quels sont les monarques qui ont servi de modèle à Louis XIV ? Comme toujours, on regarde ce qu'ont fait les devanciers, puis ensuite on gère à sa manière. Eh bien, vous avez Philippe IV d'Espagne. Philippe IV d'Espagne, que l'on appelle le roi planète. C'est le roi des grandes réalisations. On l'appelle Philippe le Grand. Il a édifié de toutes pièces son Buen Retiro, qui lui a coûté quand même 2 millions de ducats. Et c'est lui qui va établir une salle des glaces, salle Alcazar, qui sera ensuite copiée pour la galerie des glaces de Louis XIV. Donc Philippe IV et puis Louis XIII. Louis XIII qui a vraiment soigné son image par l'intermédiaire de Richelieu avec des artistes recrutés par Richelieu. On se rappelle donc l'Académie française fondée pour cela, pour réaliser l'œuvre de propagande royale. Richelieu a mis sur pied un programme, des grands principes, un but dans cette propagande. Ce programme, comme beaucoup d'autres choses de Richelieu, va passer à Colbert via Mazarin. Et on note aussi que d'autres artistes ont collaboré pour faire en sorte que ce programme de Richelieu soit enrichi. Donc Chapelain, Bourseis ont été les enrichisseurs, n'est-ce pas, du programme de Richelieu. Académie française, fondation de la Gazette, 1631, journal officiel, le premier journal officiel. Histoire du règne, Pierre Mathieu, Sorel, Scipion Duplex. Donc, Pierre Mathieu a composé en 1627 les merveilles de Louis le Juste. Scipion Duplex en 1635 l'histoire de Louis le Juste.
Donc tout ça, ce sont des modèles qui seront ensuite réutilisés, qui serviront d'inspiration à Louis XIV et aux siens. Les grands spectacles, le spectacle du Carrousel en 1612, des publications, les triomphes de Louis le Juste en 1649. Philippe IV, Louis XIII, ce sont les deux modèles immédiats qui ont beaucoup joué sur Louis XIV. Plus lointain, on pourra indiquer François Ier, grand mécène pour les arts, grand modèle du roi mécène qu'est Louis XIV. François Ier qui se fait représenter en romain, donc cette volonté de chercher dans l'Antiquité les modèles qui serviront à sacraliser le roi actuel. On peut indiquer aussi Henri III. Henri III a été appelé le roi Soleil, c'était aussi un bon danseur de ballet. Il a mis sur pied une cour raffinée, un peu trop, peut-être pas toujours très saine. Voilà, c'est un modèle, ce dernier des Valois, qui a pu retenir l'attention de Louis XIV. Bon, l'influence maintenant. Après Louis XIV, l'œuvre de Louis XIV, la gloire du roi Louis XIV, se répand et copiée par les souverains de la fin du XVIIe et puis du XVIIIe siècle. On pense bien sûr à Philippe V, petit-fils de Louis XIV, roi d'Espagne en 1700. Il y a des artistes français qui ont accompagné Philippe V en Espagne et qui ont servi la propagande et l'image royale sur le modèle de Louis XIV. Ouas et Cotte. Bon. Philippe V a cependant eu une cour qui était plus ouverte que la cour de Versailles, mais on a globalement une même politique de célébration. Les académies fondées par Philippe V, les statues copiées sur Versailles, d'Apollon, d'Hercule, à la Granja. La Suède de Charles XI, c'est Nicodémus Tessin qui a travaillé et a été conseillé par les propres artistes de Louis XIV. Lebrun, Mignard, Rigaud. Würzburg, le palais de Neumann. « 1723. Versailles est imité très certainement. Nous retrouvons d'ailleurs toujours Cotte comme inspirateur et conseiller. L'Angleterre, Charles II, la London Gazette, 1665, l'Observatoire Royal, 1675, la Chelsea Hospital, 1681, qui est une réplique des Invalides. Charles II, Guillaume III. Guillaume III a fait publier, par exemple, une histoire métallique de son règne, donc fait histoire métallique à base de médailles, 1692. Un Français, Daniel Marot, a joué le rôle de conseiller auprès de Guillaume III. On se rappelle, bien sûr, la visite de Pierre le Grand de Russie à Versailles en 1717. Donc c'est
légèrement postérieur, n'est-ce pas, à Louis XIV, mais l'influence du roi Soleil demeure, bien évidemment. Quand je dis à Versailles, vous savez que Versailles a été fermé sous la Régence pour que le gouvernement se replie sur Paris, où le régent Philippe d'Orléans avait son palais, le palais royal, et Louis XV, un petit Louis XV, a été mis à l'abri à Vincennes, où l'air est bien meilleur qu'à Versailles. Bon, Pierre le Grand arrive donc à une époque où le château de Versailles est en quelque sorte en déshérence. Il sera réactivé à la majorité de Louis XV. Mais il va quand même faire un tour dans cette merveille, n'est-ce pas, première merveille, pourrait-on dire, du monde. Léopold Ier, qui va imiter les grands événements de Louis XIV, le carrousel à la Hofburg, 1667, qui lui aussi fera son invalide, l'hôpital de Vienne, et puis, on le sait bien, Schönbrunn. Qui est le palais du soleil. Hein. C'est von Erlach qui va être le décorateur architecte. Quelle évolution? Quelle précision, décadence peut-être, quel est le sort de ce travail de propagande de Louis XIV? Alors nous avons quelques statistiques qui nous indiquent comment évolue la célébration du roi. Les images. Il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images copiées les unes sur les autres, s'inspirant mutuellement les unes des autres. On parle de 671 gravures à la BNF. En fait, sur ces 671 gravures, on a véritablement 99 prototypes, on pourrait dire, originaux. Les autres, les 6 ou 7 dixièmes, oui, au moins 7, 8 dixièmes même, représentent des variantes plus ou moins copiées de gravures précédentes. Bon, alors, donc ceci étant relativement mis au point, les images que l'on peut dater 287 se répartissent ainsi. Décennie 1630, bon, vous savez qu'il est né en 38, donc c'est tout à fait normal que l'on ait peu d'images. Décennie 40, 1640, 1649, une trentaine. C'est l'enfant, c'est la merveille du monde, c'est Dieudonné, n'est-ce pas? Donc on peut comprendre que 10% des images datées, plus de 10%, se placent dans cette décennie de l'enfant qui grandit et puis de l'enfant qui est devenu roi, puisque Louis XIII décède en 1643. Donc le XIV devient le roi, même s'il est encore mineur. Décennie 1650-1659, alors nous sommes en pleine période de la Fronde, on peut comprendre qu'il y ait une certaine sourdine mise à la célébration du roi.
1660, bien sûr, c'est le début de son gouvernement personnel. Alors oui, là, c'est clair, 48 images, au moins, bien sûr, cela ne peut que être logique. Avec le début, le grand lancement des œuvres du gouvernement personnel. Vous voyez qu'on se maintient bien dans les années 70. Dans les années 80, on a même une inflation assez remarquable. Et puis ensuite, eh bien, cela décroît. 1690, c'est le début d'une stabilisation des conquêtes et des réussites du roi, où on sent que le règne commence à se tasser, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus la dynamique initiale, c'est tout à fait logique. Et puis il y a les premiers revers. Dans la décennie 1700-1710, on reste encore avec une masse très appréciable d'images du roi. Et dans les 5 dernières années, par contre, c'est une décadence qui est presque une déchéance. Hein. Bon, c'est vrai que ça se termine en 1715, tout comme ici. En fait, c'est 1638-1639. Hein. Donc là, cela représente une année. Vous voyez, ici, ça représente 5 années. Alors, ce sont des indications qui sont assez intéressantes pour nous indiquer que, quand même, globalement, à part ce hiatus qui pourrait être une espèce d'accident, on se retrouve avec une célébration de Louis XIV entre 1660 et 1700 qui reste très, très élevée, très stable aussi. Bon. Finalement, on peut dire que la célébration de Louis XIV ne s'arrête que dans les toutes dernières années du règne, après 1710. Cela montre une extraordinaire longévité médiatique. Oui, donc Louis XIV tient le devant de la scène pendant 50 ans. 50 ans. Quand on voit comment nos présidents arrivent essoufflés au bout de 2 mandats, donc c'est le cas de Mitterrand, n'est-ce pas, 14 ans, c'est quand même assez remarquable. Donc, il faut être bien conscient, n'est-ce pas, de cette extraordinaire longévité de la propagande Louis XIVienne. Alors, les images de Louis XIV, bien évidemment, Louis XIV bébé, jusqu'en 1643, bébé dans ses langes, bébé en robe de fillette, c'était classique, n'est-ce pas, de représenter ces petits garçons avec des atours de petites filles. À partir de 1643, Louis XIV est donc le roi, alors il prend les insignes royaux, manteau, fleur de lysée, armure, collier du Saint-Esprit. Après 1652, c'est le Louis XIV absolu, c'est Louis XIV qui a vaincu la Fronde, qui s'est imposé à une France brouillonne. Alors là, c'est le roi vainqueur. On a en 1654 cette statue en pied dans la cour de l'Hôtel de Ville de Paris, avec un guerrier prosterné devant lui. En 1654 aussi, Apollon qui détruit Python. C'est la représentation du roi dans le ballet Pélée et Thétis. Le roi est aussi représenté dans le rituel du lit de justice, lorsqu'il fait enregistrer de force une loi au Parlement. Omer Talon est à genoux,
Sire, le siège de votre majesté nous représente le trône du Dieu vivant. Les États du royaume vous offrent honneur et respect comme à une divinité visible. Louis XIV est sacré en 1654. Il prête serment assis et non pas debout. Il touche les écrouelles 2 jours après. 3000 personnes sont ainsi signées, on peut dire, par le roi. C'est un roi maître de lui-même, le roi dans les cérémonies publiques. Il applique là les leçons qu'il a reçues de Mazarin et de Anne d'Autriche. On voit un roi grave, sérieux, impassible, lorsqu'il vient visiter Paris au mois d'août 1660. On le voit majestueux, il sera danseur dans 9 ballets entre 1651 et 1659. Disons un mot du roi lui-même. Comment se célèbre-t-il? Il va se célébrer par les ballets. On en a parlé, ces ballets qu'il joue, qu'il danse, de 1650 à 1670. Le roi a participé à 27 grands ballets. Ce sont des répétitions très lourdes. 2 heures de répétition par jour. C'est Pierre Beauchamp, qui est aussi un compositeur, qui fait répéter le roi, pas chassé, assemblé, classique, entrechat royal, qui est inventé, un pas, par Louis XIV. Le roi préfère comme danse le menuet. D'autres professeurs de danse, Jean Regnault, Hervé Prévost, se chargeront de s'occuper de Louis XIV. Il représente Apollon, il représente le soleil levant. C'est encore un grand, fringant jeune homme, n'est-ce pas? Il a 20 ans à peine. Il perd cependant ses cheveux et il va se mettre à porter une perruque à partir de 1659. C'est la mode. Il faut aussi voir la chose ainsi. Comment Louis XIV gère-t-il son image? On peut parler, à partir de 1664, d'un mécénat royal totalement dans les mains de Colbert. Colbert qui est surintendant des bâtiments. C'est en quelque sorte la fin du mécénat particulier, du mécénat privé, les derniers feux du mécénat des grands nobles, c'est la décennie 1650-1660. Donc on a Fouquet, on a Orléans, Guise, un mécénat d'ailleurs assez original, et puis on a Mazarin. Les artistes sont à ce moment-là très liés à leurs clients, on pourrait dire. Ils font partie, en quelque sorte. Qui est le client de qui? En fait, c'est l'artiste qui est le client du grand. Et donc, alors, Louis XIV va mettre sur pied une stratégie de la gloire, un plan, le plan de mécénat royal. C'est un mémoire de Chaplin qui va être le grand réalisateur technique. Même si c'est Colbert qui est à la haute main, c'est Chaplin qui est le technicien. Mémoire pour conserver la splendeur des entreprises du roi. C'est quelque chose de systématique. 90 écrivains sont recensés et analysés pour cette œuvre. Et alors, s'ensuivent des réalisations très pratiques, artistiques. Elles sont préparées dans les écoles
les académies. La Petite Académie, qui est fondée en 1663 et qui a la haute main, on peut dire, parce que c'est celle qui est chargée des devises, des inscriptions. Cette petite académie s'appellera l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Elle rentre d'ailleurs, donc petite académie devenue Académie des inscriptions en 1696. C'est une petite académie dans l'Académie française. Ce sont des académiciens qui spécialement se retrouvent pour assurer la propagande royale. Académie de danse, 1661. Académie royale de sculpture. Et de peinture, et de sculpture, 1663. Exactement, elle date de 1648, mais elle est réorganisée de fond en comble par Colbert. Académie française de Rome, devenue l'École française de Rome, pour former les artistes. Les académies des sciences, donc ces deux étant de 1666. Le Journal des savants, 1665, qui est une initiative de Colbert. Et on pourrait dire, mais ça n'a rien à voir avec les arts, les sciences. Ben si, les inventions, les découvertes, les savants, les scientifiques, tout cela se fait à la gloire du roi, qui les pensionne, qui reçoivent leurs dédicaces, qui donne des privilèges. 1671, Académie d'architecture. On peut signaler enfin les deux dernières académies. L'Académie d'opéra, qui sera éphémère, 1671-1672. Cette académie d'opéra, de l'opéra, est remplacée par l'académie de musique. Et puis, l'Académie des spectacles, 1674, qui ne survivra pas à l'année. Donc, ces académies sont là pour orchestrer l'image royale en même temps qu'elle donne un grand élan à l'art et au style Louis XIVien en matière artistique. Vous aurez des académies en province aussi. Il y en a 6 qui se constituent sur le modèle de l'Académie française, 1669-1695. 3 académies des sciences, Caen, Montpellier, Bordeaux, et une académie de musique à Marseille en 1684. Toutes ces académies, parisiennes ou non, ont pour but de travailler pour le roi. Elles reçoivent donc des commandes qu'elles doivent honorer à la gloire de Louis XIV. On appelle ça des morceaux de réception. Morceaux de réception des artistes, peintres et sculpteurs qui traitent de l'histoire du roi. Chaque année, on doit célébrer le panégyrique du roi en matière littéraire, à partir de 1671. Et donc, concours, émulation entre les artistes, choix final du meilleur. Colbert, pour cela, va imposer des règlements stricts. On appelle cela, par exemple, l'horloge de l'Académie française en 1662. En retour, les artistes sont pensionnés. Pour des écrivains, des savants, pour les historiographes, 100 000 livres par an dans les années 1662-1663.
cela pourra être d'ailleurs aussi l'apanage d'étrangers. Il n'y a pas que des Français à célébrer Louis XIV. Pour les historiographes, vous aurez par exemple 18 historiographes recensés, apportant donc leur contribution, on pourrait dire, de temps en temps. Et parmi ceux-là, 6 officiels, qui sont vraiment considérés comme les historiens du roi, du règne du roi. Alors évidemment, en retour de ces pensions, grâce, il faut reconnaître, 100 000 livres par an, ce n'est pas une petite somme, le roi ne veut pas passer pour dupe, dit Chapelain à Nicolas Heinsius. On doit mettre son nom en tête des œuvres, rédiger une dédicace en termes les plus respectueux et les plus magnifiques. De cette manière, il faut reconnaître indubitablement l'élan qui est donné aux arts, aux beaux-arts. Une médaille de 1666 qualifie le roi de bone artes rémunérate, rémunérateur des arts, des beaux-arts. On notera un côté nouveau, inédit, c'est l'intérêt pour les sciences physiques, pour les sciences techniques. Colbert avait cette fibre-là, et cela a incontestablement contribué à l'accroissement de l'intérêt de Louis XIV. La Bibliothèque royale va être par exemple développée à partir du cabinet du roi. Tableaux, médailles, manuscrits, et puis bien sûr livres imprimés. La bibliothèque du roi, c'est un véritable musée, et on recherche à l'étranger, par des émissaires spéciaux ou par les ambassadeurs habituels, les œuvres les plus belles. On pourra les acquérir, les marchandages sont indiqués. Si on ne peut pas, on prendra des moulages. On préfère d'ailleurs, c'est moins cher. Voilà donc les moyens de ce ministère de la gloire. Les hommes maintenant, il y a une hiérarchie dans ce ministère de la gloire, 3 collaborateurs directs de Colbert. Lebrun, tout d'abord, en peinture. Il a la confiance totale de Colbert. Donc, directeur de l'Académie des peintures, directeur des Gobelins, peintre de Versailles, à partir dès le début, n'est-ce pas? Après, il sera relayé par Mignard, après 1683. Charles Perroux. En architecture, Charles Perrault qui s'est essayé à un petit conte célèbre, Le Petit Chaperon Rouge. C'est lui qui est l'auteur de La Chapelle en particulier. Il reçoit le titre de commis des bâtiments en 1664. Charles Perrault ne va pas travailler que à Versailles, il se charge d'embellir les villes du royaume. On a en particulier de lui ces 5 arcs de triomphe qui, après 1674, vont remplacer les portes parisiennes. Saint-Martin, la place du Trône, Saint-Bernard, Saint-Antoine, Faubourg Saint-Denis. Et puis enfin, Chapelain pour les lettres, que nous avons déjà rencontré
habituellement, abondamment, Chaplin, qui a évidemment un rôle peut-être plus important parce que c'est par les lettres que l'on donne les idées et qui ensuite vont être traduites par les œuvres d'art picturales, sculpturales, architecturales. On peut parler de Lully quand même, à part, qui est mort en 1687, musicien préféré de Louis XIV, très lié au roi. Il échappe en partie à Colbert. Voilà les hommes de Colbert. Colbert, ses trois principaux collaborateurs, plus Lully, mais qui dépend de Louis XIV. En dessous, les surintendants, les inspecteurs, les directeurs. Et puis, les comités fondés pour les grands travaux, ad hoc, spécialement, pour réaliser, et lorsque les choses sont faites, les comités disparaissent. Par exemple, le Louvre. La petite académie, Charles Perrault l'a définie ainsi, espèce de petit conseil pour toutes les choses dépendant des belles lettres. Alors, la petite académie, elle, demeurera, toujours. Cette petite académie se retrouve chez Colbert les mardis et les vendredis. Chaplin, Perrault, Bourzeys, Cassagne, Charpentier, on supervise l'image royale, donc on corrige les textes avant la publication, on examine les dessins, les compositions, on regarde la description des tapisseries, des médailles, on compose aussi, on compose l'histoire du règne, on édite des pamphlets, les traités des droits de la reine très chrétienne sur divers états de la monarchie d'Espagne avant la guerre de dévolution est l'œuvre de Bourzeys, Chaplin et Perrault. Enfin, il s'agit de se célébrer lui-même. Le roi le fait par des médias qui s'auto-célèbrent, on pourrait dire. L'inauguration de la colossale statue de Girardon sur la place Louis le Grand va être, donc c'est du 13 août 1699, va être célébrée par 2 tableaux de Houas et 6 miniatures de cet événement. Et puis vous avez l'histoire métallique du règne par l'Académie des inscriptions. Il s'agit d'un jésuite, l'idée d'un jésuite, le père Ménestrier, en 1689, de représenter toutes les médailles du règne dans un in-folio qui sort somptueusement des presses royales en 1702. Médailles sur les principaux événements de Louis le Grand. 286 médailles avec leurs textes historiques sont éditées. C'est, on peut dire, l'histoire officielle du règne. Une deuxième édition, 1723, édition donc complète, avec 318 médailles. Alors, cette deuxième édition, qui paraît tardivement, avait été revue, n'est-ce pas, par Louis XIV. Quelle évolution pour ce nouveau mécénat. Nouveau type de mécénat. Louis XIV est tout proche de Colbert, nous le savions. Il fait une confiance absolue à son ministre. Ce qui va engendrer des jalousies, le Bernin, par exemple, a été dégoûté que ce soit Colbert qui fasse le plan de la réforme et de la réorganisation du Palais du Louvre. Par ailleurs,
Si Louis XIV fait une confiance absolue à Colbert, il ne se dessaisit pas pour autant de l'autorité et de l'influence en matière artistique. Donc Versailles, c'est un désir personnel de Louis XIV. Et le coup de Versailles horrifie Colbert. Les fêtes royales sont accomplies par le duc de Saint-Aignan en collaboration avec Louis XIV. Donc là aussi, c'est une partie de la célébration du roi qui échappe à Colbert. Donc le thème du Tasse, par exemple, en 1664, ou d'Amadis de Quinault, c'est l'œuvre indépendante, c'est une œuvre indépendante de Colbert. Louis XIV donne son avis, suscite, inspire les artistes. Par exemple, Les Fâcheux de Molière, en 1670, a des personnages qui ont été créés de toutes pièces par Louis XIV. Les Amants magnifiques, l'intrigue est du roi. Louis XIV ne se prive pas de commander des tableaux. Et enfin, Louis XIV donne la décision ultime, lorsqu'il demande, par exemple, que l'Académie française siège au Louvre et non pas à la Bibliothèque royale. C'est plus digne, dit-il. Ah, la Bibliothèque royale aurait été plus pratique pour cette Académie française qui est chargée d'établir le dictionnaire. En 1683, Colbert décède, il est remplacé par Louvois. Louvois va amener ses hommes. En 1691, Louvois disparaît, alors c'est un groupe de ministres qui va s'assurer de cette propagande royale. Villacerf au bâtiment. Pontchartrain pour les académies. Torcy pour le reste, et très certainement le plus capable. L'évolution des arts sous Louis XIV suit les commandes, les événements, les réalisations. 1661-1667, c'est la mise en route de ces réalisations. On va célébrer le gouvernement personnel. Ce thème du gouvernement personnel du roi qui règne par lui-même sera absolu, non seulement est repris par la Gazette dès le mois d'avril 1661, donc c'est l'annonce de la nature, de la manière dont va régner Louis XIV, seul, sans ministre principal, puis ensuite célébré par les mémoires du roi, qui sont une forme de propagande, d'abord destinée à son dauphin, mais ensuite pouvant être lue par les grands de ce monde, et ils ne s'en priveront pas. Corneille, dans la pièce Othon, va réaliser aussi une célébration du pouvoir royal absolu en 1664. Lebrun, à Versailles, bien sûr, 3 médailles de 1661 sont frappées avec ce thème du gouvernement personnel. Puis, on va célébrer les succès diplomatiques sur l'Espagne, 1661, sur le pape, 1664, Dunkerque, que l'on achète à Charles II. Succès diplomatique, Louis XIV rentre dans une lice publique. C'est les premières fêtes, le carrousel des Tuileries, en 1662, où le roi est présent. Ce grand ballet, spectacle multimédia des plaisirs de l'île enchantée, en 1664. Programme architectural qui va suivre est un programme qui va être
être établi très rapidement au tout début du siècle, 1661. Le Louvre est jugé comme trop exigu pour le personnage, XIV, sa cour, ses ministres. Et puis, il est d'ailleurs ravagé par un incendie. Alors, on prend la décision de créer un palais de toutes pièces qui sera vraiment adapté. Et c'est Versailles. Alors, ce Versailles, n'est-ce pas, a peut-être bénéficié aussi d'un désir de l'intimité, l'intimité de la Lavallière, n'est-ce pas, en particulier avec Madame de la Lavallière. Bon, être un peu tranquille, être un peu à part. Avec les années de victoire, donc deuxième période, on vient de parler de 1661-1667. Deuxième période, après 1667, c'est l'époque des années de victoire, de l'ordre qui est remis en toute chose dans le royaume de France. Il y a là une inflation artistique remarquable. Le roi est présenté comme conquérant de la terre. Ce sont les arcs-en-ciel, ce sont les arcs de triomphe, pardon, du ciel. C'est l'observatoire, par exemple, l'escalier des ambassadeurs, la grande galerie d'Hercule, vont recevoir des décorations tout à fait adaptées à cette célébration du conquérant. Conquérant et puis faisant tout lui-même, donc providence universelle. Un général comme Condé, par exemple, va être représenté comme l'instrument principal du roi. Rien qu'un instrument, c'est le nom, qualification que donne Chapelain à Condé. Les arcs de triomphe connaissent une belle série à partir de 1670. C'est Claude Perrault qui va initier le genre avec l'Arc du Triomphe de la place du Trône, 1670, puis 5 arcs seront édifiés après les victoires de la guerre de Hollande à partir de 1675. Versailles est décidé définitivement en 1668, reconstruit pour permettre l'installation de la cour en 1682. Colbert, dont je vous disais qu'il était horrifié, laisse la place à Louvois, donc il a tout fait pour restreindre les dépenses de Versailles. Louvois va doubler les dépenses sans aucune hésitation. Le nom de Louis s'impose partout, c'est la grande époque, Sarre-Louis, la Louisiane, nom qui lui est donné par Cavelier de la Salle. En 1682. Louvois est celui qui réalise les derniers feux, pourrait-on dire, des grandes œuvres de Louis XIV. Ce sont des grands travaux. La campagne des statues équestres, par exemple, 1685-1686. Je vous rappelle que Colbert disparaît en 83 et laisse la place libre à Louvois. Cette campagne des statues équestres, une vingtaine sont édifiées sur un modèle typiquement antique dans les villes du royaume. Ce sont les intendants qui demandent et qui mettent au point, n'est-ce pas, cette édification. Inaugurée à grands coups de trompette, de salves de canon, discours, cloches tirées, ça peut être à des dates fétiches. À Caen, par exemple, c'est le jour de l'anniversaire du roi. À Poitiers, en 1687, c'est pour la Saint-Louis.
ces statues équestres sont spectaculaires. Celle de la place des Victoires à Paris, que vous pouvez aller voir, fait 3 mètres de haut. Elle est édifiée par le maréchal de la Feuillade. La révocation de l'édit de Nantes a marqué une date dans la célébration de la gloire royale. Elle est célébrée par tous les moyens possibles. 1685, c'est un peu un sommet, si vous voulez. Après la mort de Louvois, 1690, bon, c'est la décadence. Bon, il reste Ardouin-Mansart pour les bâtiments, surintendant. En 1699, il y a bien sûr Rigaud. Il y a l'Académie royale qui est dirigée par le peintre, le sculpteur Coysevox, 1702. La Bruyère. La Bruyère reste... bon, les grands artistes disparaissent, meurent les uns après les autres. Il n'y a que Louis XIV qui ne meurt pas, il reste la Bruyère. La Bruyère qui reste seule et critique. Donc, crise de la littérature et peut-être crise des arts. C'est peut-être trop dire. Par contre, on pourrait dire une espèce de... On rentre dans une demi-teinte. On ne peut pas être toujours au sommet, au top du top. Les spectacles sont d'ailleurs inconvenants après la mort du dauphin ou du duc de Bourgogne, donc on ne peut plus, après 1710, être dans un délire festif continuel. Il y a en plus, bien sûr, la crise financière, hein, parfois très tôt, c'est dès 1689 qu'on est obligé d'envoyer de la vaisselle d'or, la vaisselle plate de Versailles à la fonte. Des travaux sont interrompus, la place Vendôme, les travaux sur Versailles, les pensions sont suspendues. Bon, les facilités du début de règne ne sont plus là. Les médailles ne commémorent plus que de petits faits distribués aux marins, convoi de grains sauvés, échec des ennemis devant Dunkerque. 24 médailles ont été frappées pour la guerre de succession d'Espagne, 45 pour illustrer les faits de la guerre d'Augsbourg, de la Ligue d'Augsbourg. On voit donc la différence, n'est-ce pas, la guerre de succession d'Espagne ayant duré plus longtemps encore que celle de la Ligue d'Augsbourg. On fait bien sûr le silence sur les grandes défaites, on ne fera que célébrer la constance de Louis XIV au milieu des désastres. Et puis, un dernier petit détail, si j'ose dire, si je retrouve le papier, oui, c'est ça, les pierreries de Louis XIV. C'est une autre manière de se célébrer l'amour des pierres précieuses. Louis XIV s'occupe personnellement de sa parure personnelle. Seignelay lui soumet les projets, et ce que l'on pourra noter, c'est qu'il y a des diamants partout. 1666, habit de deuil du roi d'Espagne, drap violet, plus gros perles et gros diamants. 1655, 2 millions de livres d'achat de diamants. 1669, une argenterie pour 3 166 729 livres. Par comparaison, sachez que la même année, 1669, on a investi 5 175 866 livres pour les réalisations architecturales. 3 160 d'un côté, 5 175 de l'autre. Ça montre le coût faramineux de ces diamants que Louis XIV aime porter, veut porter. 1676, Louis Alvarez, joaillier, fournit pour 669 200 livres de pierreries. Jarretière et souliers à boucles de diamants, 1692. Habits, après le retour de chasse, 12 millions de diamants, 2 décembre 1684. N'ayons pas peur des mots, c'est délirant.
On a le nom de tous les ateliers, orfèvres, une bonne partie d'ailleurs sont indiqués dans la galerie du Louvre, un livre des pierreries du roi, c'est-à-dire tout simplement l'inventaire des possessions de pierres précieuses de Louis XIV, est édifié et dicté sur demande de Colbert en 1669. 1302 diamants bruts, 609 diamants taillés. Pourquoi? Pourquoi cette débauche de richesse sur lui pour impressionner? Impressionner par exemple les agents du roi du Siam, 1686. Se mettre en valeur. Une cassette en or sera réalisée pour que les parures diamantaires y soient exposées. Et puis, le roi va faire des présents royaux, boîtes à portraits, et parmi ces boîtes à portraits, la plus chère fait 41 376 livres pour le connétable de Castille en avril 1701. « 338 présents de boîtes à portraits, c'est-à-dire le roi présente dans cette boîte son portrait en émaux entouré de diamants dans une boîte précieuse. 338 boîtes à portraits sont dénombrées entre 1669 et 1684. C'est une extraordinaire débauche de richesse, digne d'un roi absolu. Jamais, probablement, roi et peut-être jamais souverain français n'a été autant paré que Louis XIV. C'est vraiment la gloire du roi. Alors, on pourrait finir par se poser la question, mais n'est-ce pas excessif? Quand on voit comment se termine la dynastie des Bourbons, la dynastie directe des descendants de Louis XIV, cette triste fin dans le sang et dans la boue. On ne peut pas s'empêcher de ne pas faire la comparaison avec le roi Salomon, le roi pacifique, le grand roi, le plus grand roi de l'Ancien Testament, par sa sagesse et aussi par ses richesses. Et la fin d'une dynastie misérable avec la prise de Jérusalem, la déchéance de ses successeurs, la destruction du temple, l'exil pendant presque un siècle sur les rivages de Babylone. Est-ce qu'il ne faut pas, pour assurer éternellement la gloire d'une dynastie, ne pas renoncer à sa propre gloriole? C'est peut-être la question qu'on peut se poser pour terminer cette petite présentation du roi de gloire.